Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le ministre de la Santé du Québec lance un avertissement au gouvernement Trudeau. Pas question de laisser le fédéral créer un nouveau régime d'assurance médicaments qui s'appliquerait dans la province. Christian Dubé exige un droit de retrait avec pleine compensation et demande à Ottawa de s'occuper de ses propres champs de compétences. À la Chambre des communes cet après-midi, le chef du Bloc a interpellé le premier ministre sur cette question. Le gouvernement, avec le NPD, veut mettre de l'avant un projet d'assurance médicaments qui n'ajoute absolument rien au Québec, qui couvre déjà ça et qui est d'ailleurs l'inspiration de leur programme. Moi, ça me va si le Québec a un droit de retrait avec pleine compensation financière et sans condition. Le député de Rosemont-Petite-Patrie, membre de cette alliance, dit « Oui, le Québec peut se retirer ». Le ministre dit « C'est pas du tout si clair ». Le premier ministre doit avoir la réponse. Qui dit vrai? Un très honorable premier ministre. Monsieur le Président, la réalité, c'est qu'il y a encore trop de Canadiens à travers le pays qui font face à des choix impossibles entre payer pour leur épicerie ou payer pour les médicaments dont ils ont besoin. On est là pour s'assurer que partout les gens puissent payer les prix des médicaments. On va travailler avec les provinces, y compris le Québec, pour s'assurer qu'il y ait une couverture d'éléments dont les Canadiens ont besoin. Là-dessus, je retrouve Geneviève, Joël Denis et Catherine. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Joël Denis, je commence avec vous. On vient d'entendre M. Trudeau. Il ne répond pas clairement à la question. Pourtant, le droit de retrait avec pleine compensation, c'est dans la Constitution, non? Ça va de soi? C'est la pratique du fédéralisme exercée depuis un certain temps. Depuis Paul Martin, on avait accordé le droit de retrait avec pleine compensation, ce qu'on appelait le fédéralisme asymétrique. Et ça m'étonne que M. Trudeau n'ait pas pris l'occasion pour un peu désamorcer les conflits qui pointent à l'horizon, non seulement avec le Québec, mais avec l'Alberta. Même l'Ontario ne veut rien savoir d'un programme national d'assurance médicaments puisque les provinces ont d'autres priorités. Donc, moi, je vous dirais simplement que ce programme-là qui a été inclus dans l'entente avec le NPD va permettre, oui, au gouvernement d'assurer sa survie politique, mais je ne crois pas que ce programme va voir ultimement le jour. Pourquoi? Pour des raisons budgétaires, mais aussi parce qu'il y a beaucoup d'obstacles chez les provinces. Une bonne partie des provinces s'y opposent parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire ou ça existe déjà dans leur propre juridiction. Et dans le cas du Québec et de l'Alberta, on veut protéger jalousement ses compétences et voilà une autre bataille qui s'ouvre sur un autre front entre Ottawa et les provinces là-dessus. Oui, on va y revenir dans un instant. Mais Catherine, le chef du NPD dit que le Québec ne dépense pas assez dans ses soins de santé. Quelle est l'ajout politique derrière ça? Bien, c'est une de deux choses, ou les deux, soit que Jagmeet Singh a complètement abandonné l'idée de faire des gains au Québec, ou qu'il connaît très mal le régime actuel au Québec, parce que justement, le Québec a déjà son propre régime d'assurance médicaments, qui est très bon. Les Québécois sont couverts, donc vraiment, là, j'ai trouvé ça assez particulier qu'il y ait d'une charge frontale là, contre le gouvernement Legault cette semaine, qu'il a traité de conservateur, et bon, il a dit qu'ils investissent pas assez, alors qu'on le sait, là, le Québec a reçu là, des centaines de millions de dollars là, du gouvernement fédéral. Là, donc, je veux dire, oui, il y a beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes partout dans tous les systèmes de santé là, à travers le pays. Le Québec n'y fait pas exception, mais quand même, là, je pense qu'on oublie beaucoup de nuances ici. Il y a un manque de main-d'œuvre qui est assez flagrant au Québec également. Donc, vraiment, j'ai trouvé ça assez particulier quand même là, comme attaque de la part de M. Singh. Et c'est sans doute parce qu'il se rend compte que, bon, il n'aura pas d'amis au sein du gouvernement du Québec là, en voulant avoir ce programme national. Exact. Geneviève, le Québec n'est pas la seule province à vouloir se retirer du programme. Il y a l'Alberta, la Colombie-Britannique aussi. Qu'est-ce qu'on peut prévoir pour la suite des choses? Oui, effectivement, ça va être difficile pour le gouvernement fédéral. Puis rappelez-vous, retournez quelques mois en arrière qu'on avait commencé à parler de cette idée-là. Toutes les provinces ensemble, au sein du Conseil de la Fédération, elles avaient dit on n'en veut pas d'assurance médicaments. On veut de l'argent directement du gouvernement. Nous, on va gérer nos programmes à notre façon, mais ce n'est pas notre priorité. Habituellement, c'est le Québec qui est à peu près le cavalier seul en disant moi, je veux faire les choses différemment. De voir que la Colombie-Britannique et l'Alberta on s'en doutait un peu, mais la Colombie-Britannique dire non, nous aussi, on n'est pas intéressés. Ça annonce que ça va être difficile dans les prochains mois pour le gouvernement. Ils ont comme oublié qu'il fallait qu'ils négocient avec les provinces. Les provinces vont être un détail. Les provinces vont leur rappeler qu'ils sont là. Ce qui risque de se passer, par contre, c'est que, rappelez-vous, tous les autres dossiers comme les garderies à 10 $,
l'immigration, le gouvernement a négocié à la pièce avec chacune des provinces. C'est peut-être ça qui va arriver finalement, c'est qu'ils vont négocier à la pièce, avoir des accommodements, puis voir comment est-ce qu'on peut s'entendre. Mais ça va prendre du temps. Ça va peut-être prendre plus de temps que l'échéance de 2025. Parlons d'Arrive-Can. Joël Denis, vous nous appreniez cette semaine que le ministre Duclos n'a jamais été briefé au moment de son assermentation sur tous les problèmes d'Arrive-Can. Comment le gouvernement explique ça? En fait, M. Duclos a été un peu lui-même surpris de voir que j'écrivais ce texte-là. J'ai posé la question en coulisses, est-ce qu'il était fâché contre moi? On me dit non, mais il était quand même en beau fusil parce que il y avait d'autres éléments qui étaient jugés questions cruciales à surveiller au cours des prochains mois dans le cahier de briefage qui était remis au ministre. Et cette question d'Arrive-Can n'arrivait nulle part sur le radar. Et ça, c'est étonnant. Pourquoi? Parce que la vérificatrice générale avait entrepris une enquête. On parlait de ce dossier depuis un certain temps dans plusieurs comités. Le Globe and Mail avait fouillé cette affaire avec beaucoup d'acuité et beaucoup de perspicacité. Donc, c'est quand même étonnant de voir que la fonction publique n'a pas cru bon d'informer le ministre, surveiller ce dossier-là. Comment se l'explique-t-on? Ça, c'est la question 1000 $, à laquelle je n'ai pas encore une réponse. Et j'attends d'ailleurs une réponse à cet égard du ministère. Oui, à suivre. Donc, de la part du ministère, pourquoi on n'a pas jugé bon d'informer le ministre? On me dit qu'on me promettait une réponse, mais depuis quelque temps, quand je pose des questions au ministère des Travaux publics ou en fait services publics et approvisionnement, ça prend du temps à avoir des réponses et même parfois on oublie de m'envoyer les réponses. Donc, je compte pas là-dessus pour avoir un éclairage inédit là, à cet égard-là, mais il y a un problème justement de communication entre la fonction publique et les maîtres politiques et ça s'apparaît véritablement dans ce dossier. Catherine, on apprenait aussi cette semaine qu'un des consultants qui a reçu de l'argent des fonds publics pour mettre en application l'application, a les deux pieds dans un paradis fiscal. Évidemment, c'est pas illégal, mais quand même, ça regarde mal. Ça regarde très mal, vraiment. Là, ça n'arrête plus, là, vraiment, toutes les révélations autour d'Arrive-Can. Là, on a cette compagnie et on se rend compte que c'est pas juste GC Strategies qui était problématique là, dans ce cas-là. On parle de cette firme de consultants d'Alliant. Donc, c'est quasiment comme... Bon, les poupées russes, on a GC Strategies qui a donné des contrats à d'autres sous-traitants et d'autres sous-traitants. Bref, alors ça n'arrête plus finalement tous ces millions et ça explique pourquoi finalement la facture a gonflé autant. Mais vraiment, je pense que c'est la preuve qu'il y a réellement un problème au sein de la fonction publique. Visiblement, la fonction publique n'arrive pas à faire les choses. Elle doit tout déléguer là, à des consultants externes et à des firmes. Mais en plus, dans ce cas-là, ce qui est particulier, c'est que, bon, c'est... le fondateur, là, finalement, de cette firme-là s'identifie comme autochtone. Donc, il a peut-être eu un peu plus de facilité, finalement, à avoir ces contrats-là. Et d'ailleurs, je trouve ça assez particulier que 99% de tous ces contrats proviennent du gouvernement fédéral. Donc, visiblement, il a décidé qu'il y avait beaucoup d'argent à faire dans ce domaine-là. Oui, effectivement. Ouais. Geneviève, ça va aller où? Toute cette histoire, parce que c'est pas fini, comme le dit Catherine. C'est pas fini, non. L'an passé, il y avait 17 milliards de dollars de contrats offerts aux consultants externes. Ça a dû augmenter encore cette année. Alors, si vous grattez les dossiers dans 17 milliards de dollars, vous allez trouver d'autres choses. Alors, est-ce que des gens vont vouloir creuser puis amener à l'avant-scène encore d'autres dossiers problématiques, d'autres compagnies qui ont des pratiques douteuses? Ça peut arriver. Ça va embêter le gouvernement. Maintenant, s'il n'y a pas de nouveau scandale, est-ce que les électeurs vont encore y penser? Peut-être pas au jour le jour, mais ça va peut-être juste cristalliser l'impression qui se dégage que le gouvernement Trudeau, c'est pas un bon gestionnaire des fonds publics. Et quand on va réfléchir à la prochaine élection pour qui on va voter, on va se rappeler de ces cas-là. Puis on va se dire c'est la faute du gouvernement. Ce qui est peut-être pas de sa faute, parce que je pense pas que c'est les élus qui ont mal fait dans ce dossier-là. C'est les fonctionnaires qui ont mal géré ces programmes-là. Mais le dernier responsable, c'est le gouvernement. Puis on va se dire, peut-être que c'est le temps de changer de gouvernement. La loi sur les préjudices en ligne, maintenant, ça a finalement été déposé lundi. Ça faisait plusieurs années qu'on attendait ça. Joël Denis, est-ce que c'est un bon coup du gouvernement après toute cette attente, justement? C'est un premier coup, je pense, qui va être raffiné au fil de l'étude, parce qu'il y a déjà des experts qui sonnent des sonnettes d'alarme en disant que ça va trop loin, ça risque de nuire à la liberté d'expression. Je pense que c'est un premier coup, une première tentative, et avec les amendements, on peut dire que ce projet de loi est déjà perfectible.
On verra qu'est-ce que ça va donner à la suite de l'étude en comité. Mais encore là, il reste 18 mois avant la fin de ce Parlement et j'en enlèverai 6 parce que la session parlementaire va prendre fin en juin 2025. Donc, il reste à peine 13-14 mois. Ça laisse peu de temps pour que ce projet de loi voie le jour et soit sanctionné et obtienne la section royale. Donc, je pense que, encore une fois, il faudra attendre après les prochaines élections pour que ce projet de loi, ou en tout cas des mesures pour lutter contre la haine en ligne, voient le jour au Parlement. Catherine, sur la réaction des conservateurs, ils disent pas clairement qu'ils sont contre. Qu'est-ce que vous décodez de la réaction des conservateurs? Je pense qu'on s'est rendu compte dans l'entourage de Pierre Poilievre que le chef il est peut-être allé un peu trop fort la semaine dernière. Hein. Il avait dit, sans même avoir vu le projet de loi, que c'était une attaque contre la liberté d'expression. Bon, là, hier, il a émis une déclaration. Il ne dit pas tout à fait la même chose. Il dit qu'il est d'accord avec le principe général du projet de loi, le fait de protéger les enfants contre toutes ces choses en ligne, mais en même temps, il est concerné par le fait qu'il y a plus de bureaucratie, qu'il y a cette commission qu'on crée, etc. Et aussi tout le contenu haineux, hein, on vient augmenter les peines. Donc voilà, il n'est pas d'accord, mais il n'est pas pour non plus. Geneviève, il nous reste 30 secondes. Il va y avoir des débats, évidemment, à la Chambre des communes. On peut s'attendre à quoi? Je ne m'attends pas à une collaboration. Je m'attends à ce que les conservateurs vont essayer de tirer leur épingle du jeu de ces débats-là. Mais en même temps, les libéraux viennent les coincer parce que ce que les libéraux vont dire, c'est si vous n'êtes pas d'accord avec ce projet de loi, vous êtes contre les enfants. On est allé dans une autre talle. C'est très délicat. Avant, on faisait juste sur la liberté d'expression, sur un problème d'adultes, puis on va régler ça entre adultes. On vient de rajouter la dimension, qu'est-ce qu'on fait pour protéger les enfants. Puis les conservateurs n'ont pas vraiment de solution. Alors, ils sont un peu coincés. Ça va être intéressant de voir quel argument ils vont mettre de l'avant. Sans doute, justement, la question de la bureaucratie. C'est quoi ce nouvel ombudsman, les peines qui sont trop sévères, mais ils ne pourront pas ignorer qu'on veut protéger les enfants, puis ça va être délicat pour eux. Merci à vous trois. C'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.